On a beaucoup travaillé en amont et c'était assez drôle parce qu'avec Gilles, on s'est rencontrés il y a quelques temps. Et puis il me dit, bon, quand même 2 heures, faut qu'on voit, peut-être il y a des coupures. Et puis je dis, bah oui, moi je suis pas opposé à des coupures sur le principe, il faut voir où, comment. Et je crois que sur 2 heures, on a dû couper, je sais pas, 30 secondes. Ce qui m'a surpris, c'est que l'opéra a sa propre temporalité. C'est-à-dire depuis le moment où on reçoit un contrat et une offre par une maison d'opéra jusqu'à la période de production. Et bien évidemment, il se passe à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, depuis la conception, l'établissement d'une équipe artistique, la présentation de maquettes et enfin les premières répétitions. Et donc pour nous, dans le cas de Maria Republica, on a remis le projet au mois de juin 2015. Et à cette époque-là, la partition n'était pas complète du tout, on n'avait que les 3 premiers tableaux. Donc la difficulté majeure, c'est d'élaborer un projet dramaturgique et un projet théâtral à partir d'une œuvre qui n'existe pas encore. Comme on a travaillé step by step, vraiment scène par scène, au fur et à mesure, et comme j'envoyais à chaque fois des simulations bon, qui sont ce qu'elles sont, mais qui donnent quand même une bonne idée de la temporalité, de ce qui va se passer, après ça devenait extrêmement difficile, et pour lui et pour moi, d'aller couper. Bon, bien entendu, on a le texte et le livret, mais la musique dicte une temporalité qui lui est propre, et donc toutes les actions théâtrales sont totalement inconnues. Donc il a fallu composer pour essayer de trouver un espace qui puisse être assez flexible et permettre d'accommoder justement cette temporalité propre que la musique apporte à l'œuvre. La partition est extrêmement complète et complexe et a aussi beaucoup d'électronique. Donc pour se rendre compte de l'univers sonore qui y est déployé, c'est très difficile sur papier et même avant. On a la chance d'avoir pu travailler avec un système technologique de simulation sonore. On part d'une partition et un logiciel va interpréter les signes sur la partition et la battue du chef pour changer en temps réel le signal musical. C'est-à-dire qu'on peut accélérer ou ralentir le son informatique. Et ça permet déjà de se rendre compte de l'univers sonore, mais ça reste une simulation électronique, donc on n'a pas toute la chaleur du son. Ah, il y a une originalité dans le travail, c'est qu'on a travaillé avec des choses nouvelles qui sont les simulations d'orchestre. Donc il y avait 2 types de simulations. La première simulation, c'était simulation d'orchestre basique avec un temps fixe comme une bande de magnétophone. Et cette simulation nous a servi tout au long de l'écriture dans le travail avec Gilles Ricot pour des raisons pragmatiques toutes simples. C'est-à-dire, voilà, cette scène, il y a, je sais pas moi, 1 minute 30 d'introduction sur cette scène. Est-ce que ça va suffire pour les changements de décor? Est-ce qu'on va s'y retrouver? Enfin, tout un tas d'éléments qui sont très perturbants quand on arrive au moment du montage du projet, si on s'aperçoit qu'il manque 5 minutes de musique, par exemple. Enfin, ça, je ne voulais pas du tout tomber là-dedans. Ça, c'est le premier type de simulation. Le deuxième type de simulation, que je crois pouvoir dire est une première, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec le CIRM que je dirige à Nice, et puis l'IRCAM, avec en particulier un logiciel qui s'appelle Antescofo, qui a été mis au point par l'IRCAM, et qui permet d'adapter, pour le dire simplement, qui met l'électronique dans le bras du chef, c'est-à-dire qui est capable de variation de tempo et de recalculer en temps réel toutes les variations de son qui dépendent du tempo. Alors évidemment, quand on est dans le monde lyrique, il est hors de question d'avoir un tempo fixe et puis de ne pas bouger. Et donc on a souhaité remplacer le traditionnel chant piano qu'on a toujours pour les répétitions scéniques par ces simulations d'orchestre, donc soumises à variation de tempo. Là, cette semaine, c'est le seul moment où on a pu écouter pour la première fois l'œuvre avec l'orchestre. Pas encore sur scène, parce qu'on n'a pas terminé le travail de création scénique.
Effectivement, c'est un processus qui est très très différent de ce qu'on peut avoir avec une œuvre de répertoire traditionnel où on a non seulement une partition qui est complète, mais aussi plusieurs références discographiques et vidéographiques aussi qui permettent d'aider et d'orienter le travail dans la phase préparatoire. La musique est plus forte. Ce qui était intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que les chanteurs ont pu se familiariser avec le timbre d'orchestre et non pas le timbre du piano. Et la deuxième chose, c'est que il aurait été, à contrario, impossible de faire un chant piano qui tienne la route, puisque j'utilise 3 tempéraments différents, enfin 4 avec le tempérament classique dans l'opéra. Donc il aurait fallu à minima 4 pianistes et 4 pianos en permanence. Enfin, ça devenait quelque chose de très complexe, non seulement dans l'écriture du chant piano, mais aussi dans la réalisation pour les répétitions mises en scène. Il y a 2 cas de figure. Soit la pianiste joue une partie piano qu'elle jouera dans l'ensemble, enfin en représentation. Ça, c'est une partie de son travail. Et la deuxième partie de son travail, c'est de jouer tout bêtement des gammes chromatiques qui correspondent au battu du chef et qui renvoient à la machine l'information de tempo. Et donc avec évidemment tous les ralentis, tous les points d'orgue et tout ce qu'on peut imaginer dedans. Mais cette partie du travail, c'est là où finalement on donne une croche, la valeur d'une croche, comme si c'était la même pour tout le monde. Parfois, c'est pas la même pour tout le monde. Et bon, évidemment, il s'agit de millièmes de seconde, enfin des choses infimes, mais qui quand même, dans la perception qu'on a du résultat, vont changer les choses. Ce qui était très intéressant, c'est en discutant avec les chanteurs, qui sont pour la plupart venus assister aux répétitions d'orchestre, c'est cette espèce de libération tout d'un coup de se trouver devant un orchestre vivant et non plus devant une machine, même si la machine reste très, très, très précieuse. Et eux-mêmes, les chanteurs m'ont dit, mais on n'aurait pas pu travailler sans ça. C'était pas possible de travailler. Enfin, les 3 premières semaines de répétition, c'était inimaginable sans. Le livret est tiré d'un roman de Agustín Gómez Arcos. Et donc le travail s'est appuyé essentiellement sur le roman et sur la réduction qui a été faite magistralement par Jean-Claude Fall dans le livret. Et donc c'était un travail presque théâtral, en partant du texte avant de connaître la musique en quelque sorte. Si vous voulez, le travail a surtout été entre François et moi. Au moment de l'écriture de la musique, c'est lui qui m'a un peu, j'allais dire, donné la clé de l'écriture même. Parce que le roman est très, très, très compliqué. Enfin, c'est une langue d'une richesse absolument incroyable, et très, très surprenante et très baroque. Et je me disais, mais comment on peut faire pour rendre compte de cette langue-là ? Et là, François m'a dit que Gómez Arcos, il avait écrit une pièce de théâtre avant d'écrire le roman. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je cherche la pièce de théâtre cachée dans le roman. Et donc j'ai enlevé le roman d'une certaine façon. Et j'ai gardé la pièce de théâtre. Et c'est la mise en scène, évidemment, et l'écriture musicale, qui, eux, vont rendre compte du roman. Et c'est un peu comme ça, c'est sur ce principe-là que je me suis basé. Il y avait un dialogue permanent entre le metteur en scène et moi, entre le librettiste et moi, entre Rachid Safir et ses chanteurs et moi, entre Daniel Kafka et moi. Et ensuite, au fur et à mesure que François nous envoyait les scènes, j'ai échangé beaucoup avec lui pour comprendre aussi ses axes dramaturgiques et pour essayer de ne pas faire de contresens. Mais le décor était déjà créé à ce moment-là. Donc il se trouve que par une coïncidence un peu miraculeuse, nos points de vue qui sont partis d'endroits très différents se sont mis à converger et on s'est très vite aperçu qu'on avait une dramaturgie commune sur l'œuvre. C'est-à-dire que la prolifération d'images ou le côté un peu étrange, surprenant, onirique, dingue
de l'écriture du roman, c'est la mise en scène et la musique qui en rendent plus compte que le texte. Le texte est vraiment très ciselé, précis, aigu. J'ai voulu garder une pièce de théâtre avec son économie. J'ai quand même eu le texte du livret presque dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il manquait la dernière scène, la scène 10, qui est extrêmement difficile puisque c'est la scène du climax de l'opéra où Maria se venge enfin de ses tortionnaires et va par un feu purificateur se libérer de l'oppression. Et cette scène-là était manquante. Donc les 9 premières scènes ont pu orienter déjà le travail que nous avons fait avec mon scénographe Bruno Delavenaire. Ah, pour moi, il y a un mot qui est le mot qui doit gouverner tout, où qu'on aille, c'est le mot cohérence. Il faut qu'on soit cohérent. Ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène de Gilles, c'est qu'elle est cohérente. Après, il y a 50 manières de mettre en scène cet opéra. La sienne est cohérente, donc pour moi, elle est validée.